Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de Sciences politiques. Nous allons interroger aujourd'hui un phénomène de plus en plus présent dans notre vie politique et médiatique, la polarisation. Nous allons explorer ensemble les différentes dimensions de cette polarisation avec M. Moussa Diop, enseignant-chercheur en communication et maître de conférences assimilées. M. Diop, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci, le plaisir est pour moi. Et pour co-présenter cet échange, nous sommes sur ce plateau avec notre confrère Alassane Diop. Alassane, bonjour. Alors, docteur, peut-on affirmer aujourd'hui que le paysage médiatique sénégalais est traversé par une polarisation? Oui, on peut affirmer sans aucun doute que le paysage médiatique sénégalais ainsi que la sphère politique sénégalaise est fondamentalement polarisée. Certains médias semblent désormais assimilés à des camps politiques précis. Cette lecture est-elle justifiée? Alors, avant peut-être de répondre à votre question, il faudrait peut-être revenir sur qu'est-ce que c'est que la polarisation. La polarisation décrit un état une situation où on a deux camps. Donc on peut même aller jusqu'à dire bipolarisation, une organisation en deux camps, et en deux camps quasi inconciliables parce que deux camps qui tiennent sur des positions et qui essayent de défendre des positions. Donc c'est ce qu'on remarque aujourd'hui, aussi bien dans la sphère médiatique que dans la sphère politique. Maintenant, comment on est arrivé à cette situation? Peut-être c'est ça la première question qu'il faut se poser. Alors, on peut dire que de toute façon, que ce soit les individus, que ce soit les acteurs politiques, tout le monde a toujours eu une position. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas ça la question. Donc tout le monde a toujours eu une position à défendre, etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit plutôt se manifester, c'est vraiment une organisation de manière consciente et arrimée à des stratégies qui font que on a des camps qui sont établis, des camps qui essayent de défendre des positions, tant sur le plan politique que dans la sphère médiatique, avec en réalité des stratégies en fait qui vont soit qui incluent des financements, qui incluent un positionnement politique. Vous voyez, et on voit chaque camp politique a potentiellement un réseau d'organes médiatiques, que ce soit dans la presse écrite, que ce soit au niveau des radios ou au niveau de la télé, mais surtout des individus qui se disent soit journalistes, soit chroniqueurs, et qui utilisent leur temps dans les médias, leur temps conventionnel dans les médias, dans le cadre d'une émission ou dans le cadre de leur colonne, ils utilisent ces outils-là en fait pour défendre, promouvoir des positions qu'on voit se mettre à jour dans l'espace public. Justement, dans ce contexte, est-ce que la neutralité journalistique est-elle encore possible? Alors, effectivement, dans la formation des journalistes, on leur dit toujours que le journaliste doit être impartial, en tout cas face aux faits, face à la vérité, puisque le journaliste doit décrire la réalité, en tout cas pas l'interpréter, potentiellement, dans certains genres journalistiques. Et effectivement, ce qu'il y a d'abord à défendre pour le journaliste, c'est de représenter la vérité telle qu'elle se manifeste au jour le jour, de proposer ça au lecteur, de proposer ça au public. Il y a effectivement un certain nombre d'autres genres journalistiques où on permet aux journalistes de pouvoir interpréter, d'analyser, de confronter, effectivement. Mais c'est des genres qui sont encadrés. Et n'importe quel journaliste ne peut pas utiliser ces genres-là, puisqu'il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience. Il y a un certain nombre de critères, en tout cas, qui sont requis pour pouvoir faire de l'analyse ou tenir une chronique, etc. Okay? Et le problème, c'est que le milieu médiatique aujourd'hui au Sénégal, et ce n'est pas uniquement au Sénégal, il est tellement ouvert qu'il y a un certain nombre de nouveaux acteurs qui ont pénétré ce milieu-là. Alors, avant de parler de ça, justement, vous avez dit de manière globale c'est qu'il y a la polarisation, mais concrètement au Sénégal, comment se manifeste cette polarisation? Alors, concrètement, ça se manifeste, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, il y a des logiques de positionnement et des logiques de camp. D'accord? Chaque camp défend, je ne vais pas jusqu'à dire idéologie, mais chaque camp défend une idée, en tout cas une position.
Et la manière de défendre cette position-là, elle est incarnée d'abord à travers des genres journalistiques qui sont dévoyés, si on parle des médias, des genres journalistiques qui sont détournés, dévoyés, où au lieu de décrire une réalité, on interprète des réalités, on offre une grille de lecture au public. Ça, c'est la première des choses, sur le plan médiatique. Sur le plan politique, bon, ce positionnement-là se voit, hein, on a des partis politiques, bien sûr, mais avec une certaine façon de faire de la politique qui encourage en fait les clivages, qui encourage les divisions. Et qu'on voit en fait que certains camps politiques, par exemple, tiennent des positions pas relativement extrêmes, mais très extrêmes en fait, et qui surfent en fait sur ces points de non-retour, hein, sur l'usage du langage, par exemple, une certaine terminologie qui est utilisée volontairement pour exclure. Est-ce que ça a été depuis toujours ou bien il y a une période à partir de laquelle on a commencé à avoir de la polarisation? Je disais donc dans mon propos introductif qu'il y ait des groupes qui tiennent des positions, ça c'est très naturel, mais le fait qu'il y ait un usage, une stratégie orientée pour diviser, ça c'est relativement nouveau. Moi je pourrais la situer en tant qu'observateur de la scène politique, scène médiatique sénégalaise. Je pourrais situer ce phénomène-là à partir de 2014, ouais, où on voit progressivement un glissement. D'abord, en fait, il faut toujours s'interroger sur le langage. Les mots qui sont tenus dans l'espace public. Les mots qui sont tenus ont connu une évolution. On a commencé à admettre progressivement un certain nombre de pratiques langagères, pas seulement dans le cercle entre amis, entre copains, dans la frange de connaître, mais surtout dans l'espace public de manière visible. Et on les a rendus audibles et progressivement on les a normalisés et banalisés. Oui. Et par exemple, une pratique courante, c'est le fait de déshumaniser. Au lieu de parler à un être humain, de lui restituer ses attributs d'être humain, on commence à lui trouver des sobriquets, mais pas seulement des sobriquets du genre la Nyombor ou tout ça, mais des sobriquets insultants, et on a commencé progressivement à normaliser l'insulte. Régulièrement, vous voyez des acteurs, que ce soit médiatiques ou religieux, qui s'insurgent par rapport pas seulement à la qualité du débat public, mais les propos qui sont tenus dans l'espace public. On voit dans les pièces de théâtre, on normalise les insultes. Et ça fait écho, ça fait système. D'accord? Ça participe à un écosystème qui intègre des acteurs médiatiques, qui intègre, quand je dis acteurs médiatiques, je parle des journalistes, qui intègre des acteurs du monde des arts et de la culture, et qui intègre aussi des acteurs politiques. Ce qui fait que dans cet espace public-là, une fois qu'on a banalisé un certain nombre de prises de position langagères, on a donc du coup basculé progressivement dans ce qui va s'apparenter à de la polarisation. Et ça commence à partir de 2014. Quand on regarde un opposant politique, on ne le traite pas, on n'en parle pas comme un opposant politique, on en parle comme un nervi. Aujourd'hui, le terme consacré, c'est Kuluna. Qu'est-ce que c'est qu'un Kuluna? C'est des criminels au Congo. Effectivement. Qu'est-ce que c'est qu'un nervi? Ouais. Ceux qui sont neutres, qui n'expriment pas objectivement de position, on les appelle des neutriotes et on les insulte. Ouais. C'est tout un arsenal en fait langagé qui existe et qui précède la mécanique de la polarisation. Et ça, ce ne sont pas des phénomènes qu'on a observés en fait. Par exemple, quand on s'intéresse un peu à l'histoire du génocide rwandais, on le voit. Bon. Quand on s'intéresse par exemple au régime nazi, au système nazi, on le voit. Bon, vous l'avez dit, ce déclic vient quand même d'un changement de code linguistique. Oui. Mais à côté, en 2014 également, à partir de 2014, on a vu de nouveaux partis politiques qui sont nés au Sénégal. Est-ce qu'également on peut faire un parallélisme entre ces partis politiques-là et la polarisation qu'on est en train de vivre depuis cette époque? En tant que chercheur, oui. On peut faire un parallélisme entre l'apparition d'un certain nombre de mouvements politiques, puis de partis politiques, et la mise en place progressive de la mécanique de la polarisation. Pourquoi? Parce qu'il y a un usage stratégique de la violence, un usage stratégique des écarts linguistiques. C'est comme la fenêtre d'Everton, en fait.
Vous commencez à utiliser quelque chose, vous testez la capacité de réception, d'accueil et de tolérance du public. Une fois que vous habituez le public à un certain nombre d'écarts, ça devient normal. En fait. C'est ce qui nous est arrivé à partir de 2014. Et vous le remarquez, je ne suis pas en train de dire que la violence n'a jamais existé dans le monde politique sénégalais. On a eu ici des personnalités qui ont été tuées, assassinées, dans le cadre politique. Ce que je dis, c'est je parle de la banalisation et de l'usage stratégique de la violence comme mode d'action politique. Tant dans le verbe, tant dans le rapport de force, dans le rapport inter-individu. Voilà. D'accord. Et alors, dans ce contexte où la neutralité journalistique est remise en cause, comment peut-on distinguer alors une ligne éditoriale assumée d'un militantisme assumé, disons aussi? Les journalistes, on n'interdit pas à des journalistes d'être dans un camp politique. On le voit dans certains pays, il y a des journalistes de gauche, il y a des journalistes de droite. Mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit précisé, qu'il y ait une ligne éditoriale assumée, claire, que le public qui vient vous lire ou qui vous écoute, sache que vous êtes de droite, vous êtes une presse de droite, vous êtes une presse de gauche, etc., etc. Et que ce soit clair. Le problème ici au Sénégal, c'est qu'il y a un flou. Il y a un flou qui est entretenu. Et voilà. Et au lieu de retransmettre fidèlement l'actualité, on propose un commentaire. Alors, excusez-moi, donc, est-ce que ces lignes éditoriales-là sont assez explicites ici au Sénégal? Progressivement, on voit que c'est explicite. Mais quand on voit, par exemple, que, on va dire, durant la dernière période électorale, présidentielle et un peu avant la présidentielle, ces lignes éditoriales étaient les gens ont commencé à assumer leur position, ont commencé à assumer leur ligne éditoriale. Mais est-ce que c'est inscrit en toutes lettres, par exemple, sur le site Internet? Par exemple. Est-ce que c'est inscrit en toutes lettres dans le média, quoi? C'est-à-dire, si c'est une presse papier, est-ce que c'est écrit? Est-ce que le public est au courant, en fait, de ça? Est-ce que voilà, le public est devant le fait accompli? Et progressivement, ça a travaillé à entretenir cette polarisation. Et du coup, est-ce que ce n'est pas, excusez-moi, un brouillage volontaire de repères? C'est un brouillage volontaire. Je disais tout à l'heure qu'il y a des stratégies. Il y a ces stratégies qui impliquent un financement et qui impliquent plusieurs autres choses. Techniquement, très clairement, on a su que certains journalistes, certains chroniqueurs recevaient de l'argent. Voilà, recevaient de l'argent. Il y a des revues de presse qui étaient achetées, voilà, des articles écrits sous commande, etc., sur commande, etc. Donc, il y a une stratégie de financement. Le problème, c'est qu'il y a un flou. Il faut normaliser. Moi, je pense qu'il faut normaliser. Il faut que, si vous êtes une presse plutôt orientée pouvoir, que vous l'assumiez dans votre ligne éditoriale, que le lecteur, votre auditeur, sache qu'en vous lisant, en vous écoutant, il écoute une presse qui assume qu'il a une ligne éditoriale favorable au pouvoir. C'est une question de fiabilité et de loyauté par rapport à l'obligation d'information. Ouais. D'accord, donc peut-on parler d'une sorte d'instrumentalisation des acteurs des acteurs politiques? Alors, depuis les années 2000, avec l'avènement de Wade, on a vu que des acteurs politiques commençaient à s'intéresser aux médias en finançant la création de médias ou en créant directement des médias. Parce qu'ils ont compris le pouvoir symbolique qu'avaient les médias dans la construction des opinions publiques. Okay? Et c'est ça, en fait, qui marque véritablement le début du dévoiement, en fait, du milieu de la presse. Quand des acteurs politiques, quand des businessmen sont entrés dans les milieux, en ne s'occupant pas de faire de l'information, de fabriquer de l'information, mais plutôt en s'occupant d'essayer de trouver de l'argent ou d'avoir de l'influence. Du coup, c'est un dévoiement du secteur journalistique, des genres journalistiques, et il faut effectivement qu'on revoie tout ça, en fait. Qu'on retravaille, qu'on revoie les bases, et que, heureusement, on est au CESTI, on est en train d'enseigner les bases du journalisme. Il faut que, de manière individuelle aussi, en sortant d'ici, ou quelqu'un qui est journaliste, qu'il puisse incarner, d'accord, et s'en tenir aux règles d'éthique et de déontologie pour pouvoir évoluer et contribuer d'ailleurs à favoriser une presse saine et où le citoyen
a accès à une bonne information, à une information fiable et dans un environnement loyal. Et voilà. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle est la responsabilité des journalistes, mais également des hommes politiques? Vous avez dit que depuis 2014, on a commencé à assister à cette polarisation, mais ce sont les médias qui ont relayé ces mots-là que vous avez cités ici, des mots qu'on a commencé à... Même d'ailleurs dans les titres. Voilà, quelle est la responsabilité des journalistes dans ça? Alors, d'abord, il faut dire que ce n'est pas en premier lieu le fait des journalistes formés. D'accord? Ce n'est pas le fait typiquement d'un journaliste formé qui est passé dans une école de formation en journalisme reconnue, qui a eu des cours d'éthique et de déontologie. Ce n'est pas principalement le fait de ces journalistes-là. On voit plutôt d'autres types d'acteurs qui ont créé, à côté de la presse mainstream reconnue, légale, légitime, tout ce qu'on veut, qui ont créé d'autres outils par l'Internet, d'accord, pour véhiculer d'abord leurs idées, puis progressivement des contenus. Moi, je ne les appelle pas encore informations, des contenus. Et c'est d'abord la responsabilité de ces acteurs-là, qui sont intéressés peut-être par le milieu de la presse, qui sont venus contribuer au dévoiement de ce secteur. Maintenant, la responsabilité des journalistes, c'est d'abord, pour moi, il faut qu'il y ait une corporation forte. Une corporation forte où les journalistes adhèrent et qui puissent défendre leur métier et leur outil de travail. Ça, c'est la première des choses. Quand on voit qu'aujourd'hui, le premier ennemi du correct, ce sont les journalistes. Ça, c'est un problème. Deuxième problème, la responsabilité individuelle du journaliste qui est formé, qui connaît des règles d'éthique et de déontologie, qui sait qu'il doit se prémunir de toute forme de partialité, de relations d'argent, d'influence avec X, Y, Z acteurs. Et donc, il doit veiller à son impartialité, à son intégrité. Le seul bien dont dispose un journaliste, c'est son image, quoi. C'est sa crédibilité. Une fois que sa crédibilité est entamée, c'est fini. Donc, vous pensez que cette dynamique est encouragée et subie par les professionnels des médias? Alors, il y a une large partie des acteurs de la presse qui subissent, en fait, qui ne trouvent pas encore le moyen de combattre efficacement ce phénomène-là. Mais il y a de l'autre côté des acteurs cyniques qui contribuent à dévoyer ce milieu en y injectant de l'argent, en favorisant le fait qu'il pullule autour des médias mainstream, d'autres médias satellites chargés uniquement de relayer des opinions, de relayer des positions ou de combattre même des acteurs, leurs propres confrères journalistes. Et on le voit aujourd'hui, vous faites le tour des plateaux télé ou le site internet, vous voyez qu'il y a des médias qui, à travers leurs émissions, ils tournent en ridicule, tournent en dérision d'autres collègues. On le voit. Je ne veux pas citer de médias ou de noms, mais voilà, vous connaissez certainement ce dont je parle. Voilà. Donc il y a une responsabilité individuelle, il y a une responsabilité des acteurs du secteur et des maisons de presse de manière globale. Et puis l'État, aucun État, je vais le dire ici, aucun État n'a intérêt à avoir une presse libre, autonome, indépendante. Avant de parler de ça, toujours pour parler de la responsabilité des journalistes, vous avez dit que c'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont envahi le métier de journaliste, que vous avez appelé influenceur, si je ne me trompe pas. Mais est-ce qu'à côté, les journalistes n'ont pas... C'est pas parce que les journalistes ont déserté le métier, comme on dit, la nature a horreur du vide, que ces influenceurs-là ont eu voix au chapitre. En disant ça, vous rejoignez la position de ma collègue Dr Yacine Diagne, en disant que si Abdou Nguer existe, c'est que les journalistes n'ont pas fait leur boulot. On peut soutenir ça, parce que ce qu'on voit déjà, c'est que les journalistes... une fois qu'ils ont exercé, la plupart qui sont exercés 10, 15 ans, on les retrouve dans la com. Ils ont changé de secteur, totalement changé de métier, etc., etc. Il y a des écoles de formation qui essayent de bien former et de donner, de présenter dans le marché du travail des journalistes qui sont supposément bien formés. Je ne peux pas totalement jeter l'anathème sur les journalistes, voilà, parce que c'est un métier que je respecte. Un métier qui est extrêmement
contraignant, difficile à effectuer dans des règles d'éthique et de déontologie, en toute impartialité, en refusant toute forme de concupiscence, etc. C'est très compliqué. Et c'est un secteur aussi qui est fragilisé parce que les journalistes ne sont pas forcément dans des bonnes conditions de travail, que ce soit salarial, que ce soit même en termes d'outils de travail. Donc, c'est difficile. Mais on ne peut pas totalement écarter la responsabilité des journalistes. Parce que, déjà, des choses basiques, hein, un journaliste invite quelqu'un sur son plateau, il doit s'assurer de connaître entièrement celui qui l'invite. Enfin, connaître, c'est-à-dire connaître le statut. Est-ce que cet invité-là est pertinent pour ce dont j'ai besoin en termes d'information? Légitime. On invite des spécialistes, soi-disant spécialistes sur les questions, mais on ne connaît même pas leur parcours de formation. On ne sait même pas à quel titre ils sont invités. Et on leur autorise un temps d'antenne où ils peuvent dire tout et n'importe quoi sans filtre. Et on expose ces contenus-là au public. Ça, c'est un premier problème. Et ça participe à la dévalorisation du métier. Surtout que maintenant, ce n'est plus des journalistes qui font ça. Deuxième élément, le journaliste qui accepte de recevoir de l'argent pour faire une revue de presse commanditée. Et on le voit, hein, les matinales. Pendant longtemps, un certain, je ne sais pas d'ailleurs si les journalistes faisaient des revues de presse, ils pouvaient enchaîner sur 2-3 jours, s'attaquer ou parler spécifiquement de quelqu'un, en des termes en tout cas qu'il aura choisi, mais ça a un impact dans l'espace public, ça a un impact dans l'agenda même médiatique, quoi. C'est-à-dire il influençait sur ce qu'on devait penser de cette personne, de ces structures. Ça, c'est un problème. Dès lors qu'on sait qu'on peut acheter un journaliste, quel est le respect qu'on va leur donner? Donc même le CORED a une part de responsabilité dans ça, alors. Je ne sais pas si le CORED a une part de responsabilité. Je pense que le CORED a des... Parce que c'est eux qui devaient normalement réguler les journalistes. Et s'ils laissent les journalistes faire ce qu'ils veulent. Je reviens à mon propos antérieur. Hein. Ce sont les journalistes qui sont les premiers ennemis du CORED. Mais dans ce contexte, est-ce qu'il est possible pour ces journalistes-là de revendiquer une posture d'indépendance quand même? D'abord, il faut que des organisations comme le CORED soient renforcées. Renforcées en termes de légitimité, c'est-à-dire que les journalistes doivent y adhérer massivement et soutenir les travaux du CORED, les initiatives du CORED. Ça, c'est la première chose. Et construire comment dirais-je, j'ai oublié le nom, ça me reviendra après. Mais en tout cas, il faut que déjà les journalistes soutiennent des initiatives type CORED, parce que ça permet de renforcer leur secteur et de renforcer la légitimité de leur travail et de protéger justement ces milliers de journalistes qui sont ici par rapport aux abus du pouvoir politique, par rapport aux vicissitudes du temps. Ça, c'est la première chose. L'autre élément, c'est que aussi, rappelez-moi votre question. L'indépendance. Est-ce que ces journalistes-là, dans ce contexte actuel, peuvent revendiquer une posture d'indépendance? Ceux qui veulent être indépendants en tant que journalistes, ils le sont. L'indépendance, c'est un état d'esprit et une posture individuelle qui ne dépend pas en premier lieu de l'argent. C'est-à-dire, vous êtes éduqué à être indépendant ou pas. Vous êtes éduqué à avoir une autonomie intellectuelle ou pas. Ça, c'est un. Et l'autonomie intellectuelle, l'indépendance doit d'abord se fonder sur la maîtrise de votre travail et la connaissance. Sans connaissance, sans maîtrise de votre travail, vous êtes malléable. Parce que ce sont ces deux éléments qui permettent à un journaliste de refuser. C'est non, ça, ce n'est pas du journalisme. Ça, c'est mon métier, ça ne l'est pas. C'est très important. Et ensuite, la question financière. C'est pourquoi tout à l'heure, à mon propos, je disais qu'aucun État n'a intérêt à avoir en face de soi une presse libre. Regardez, depuis les indépendances, depuis qu'on a connu le pluralisme dans le secteur des médias, qu'est-ce qui a été fait sensiblement pour améliorer les conditions de travail des journalistes? On parle encore de lois qu'on doit dépénaliser, certains délits qu'on doit dépénaliser, d'accord, concernant les journalistes. Encore aujourd'hui au Sénégal, il y a des journalistes qui sont inquiétés, enfermés, parce qu'ils ont dit telle chose, ils auraient rendu public telle chose. Alors, le journaliste doit être protégé, parce qu'il a un travail qui est sacré. Mais on a vu ici la dépénalisation des délits de presse. Ça, c'est... On voit encore des journalistes qui sont enfermés.
l'exemple le plus patent, c'est par exemple Simon Faye, CNTV, des médias, qui a été inquiété par la police, placé en garde à vue, parce qu'il y a une page Facebook qui a publié un contenu. Or, ce n'est pas un contenu qui a été publié par les outils des médias, ni les journalistes des médias. Simon Faye n'avait aucune responsabilité dans ça, mais pourtant, il a été inquiété, placé en garde à vue, etc. C'est des formes de pression qu'on exerce sur les acteurs de la presse, sur les journalistes, en vérité, pour les empêcher de faire leur travail. Ça, et vous verrez que et c'est une constante, chaque nouveau régime qui s'installe viendra faire des vœux pieux, mais au bout, qu'est-ce qui va en ressortir? On a travaillé sur les assises des médias pendant à peu près 2 ans. On a un pré-rapport, puis un rapport. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un ministre qui est sorti pour dire oui, il y a on va reconnaître tel média, tel autre, etc. Et c'était un scandale, puisque voilà. Difficile de contrôler les conditions de reconnaissance de X, Y, Z de médias. Vous voyez, compliqué. Et d'ailleurs, ce n'est pas son rôle, puisqu'il y a des organes qui sont chargés de réguler, en tout cas reconnaître, autoriser tel média. Ce n'est pas son rôle. Donc les mécanismes de régulation ne sont pas à la hauteur des enjeux actuels. Moi, je voudrais même qu'on parle même d'autorégulation ou de co-régulation. Qu'il puisse y avoir des acteurs de la presse, des acteurs de la société civile et peut-être même, dans une moindre mesure, l'État, pour travailler dans ces questions de régulation-là. Parce que, pour moi, la co-régulation, l'autorégulation est plus préconisée, est plus utile aujourd'hui et pertinente même au regard de l'évolution de notre système démocratique. Bon, avant de parler de la démocratie, on va sortir un peu du Sénégal et parler un peu de la Côte d'Ivoire. Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut dire la même chose pour le Sénégal ou pour la Côte d'Ivoire? Dans quel sens? Je ne comprends pas. Dans le sens de la polarisation politico-médiatique. Oui, la Côte d'Ivoire a une histoire particulière avec la polarisation. Parce qu'on a vu que la presse pendant, par exemple, les troubles politiques qui ont causé beaucoup de morts, on a vu un rôle très actif de la presse dans la dynamique de polarisation. Même on s'interroge, enfin, il y a beaucoup de travaux sur les titres même, les titres des journaux, les titres des presses en Côte d'Ivoire, et qui vont à la discrimination, stigmatisation des communautés, et même des presses qui sont actrices, en fait, dans la désinformation et dans la promotion de la violence. Et nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade par rapport à la Côte d'Ivoire. Et encore, la Côte d'Ivoire est dans un contexte électoral. On voit, il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur la lutte contre la désinformation. Le gouvernement a pris, à travers un certain nombre de mesures, à bras le corps ce sujet de la désinformation, des fake news, etc. Et donc, il y a un travail qui est fait en Côte d'Ivoire pour justement éviter qu'on bascule dans ces problèmes de 2001, etc. Mais au Sénégal, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. On va dire que au Sénégal, nous, on a une polarisation qui effectivement fait tort, fait mal, mais il y a encore des ressorts sur lesquels on peut s'appuyer pour gérer la situation. Donc vous pensez que ces acteurs politiques-là en Côte d'Ivoire attisent volontairement les divisions pour pouvoir asseoir une sorte de base électorale? Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce qu'il se passe, c'est qu'au-delà des acteurs politiques mainstream, c'est-à-dire des hommes politiques H majuscule qui appartiennent à des partis ou des mouvements politiques, il y a d'autres formes de groupes qui existent et qui sont d'ailleurs en dehors de la Côte d'Ivoire par exemple, et qui activent, qui propagent de la désinformation en Côte d'Ivoire pour saper un camp ou l'autre. Actuellement, aujourd'hui, c'est le camp d'Alassane Dramane Ouattara qui est régulièrement attaqué. Puis Tidiane Tam aussi dans une certaine mesure concernant sa nationalité ou pas ivoirienne. Et on voit, et cet élément-là, il faut l'inscrire dans le cadre de la mutation géopolitique actuellement en cours dans la sous-région avec la formation des pays de l'AES. Et on voit qu'il y a un activisme pro-AES contre la Côte d'Ivoire qui est perçu, la Côte d'Ivoire d'Alassane Dramane Ouattara, qui est perçue comme une arrière-base française pour contrôler la région. Okay? Et on voit des gens qui sont établis à l'étranger, surtout à l'étranger, en France, aux États-Unis, en Suisse, qui tiennent les réseaux sociaux en fait et qui propagent ces contenus-là. Et c'est un écosystème parfaitement organisé.
autour d'ailleurs du panafricanisme, etc. Donc, qui sont des idéologies qui sont dévoyées. Vous voyez, ce sont des gens qui sont actifs sur les réseaux sociaux, Facebook, sur Instagram. Moi, actuellement, je fais le monitoring. Il y a un certain nombre de pages Instagram que je suis. Et que, vraiment, on voit, on fabrique carrément de la désinformation avec l'usage en fait des outils IA, les modifications de documents, etc., pour contester par exemple la nationalité d'Alassane Dramane Ouattara, pour le faire passer pour quelqu'un quelqu'un qui est à l'origine en fait des troubles politiques majeurs en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que même pour la question de la violence et des crimes qu'il y a eu. Donc, il y a une vraie dynamique de la désinformation en Côte d'Ivoire, promu par des acteurs qui ne sont pas forcément établis en Côte d'Ivoire et qui sont liés qui sont favorables à l'AES, par exemple, au Burkina. Récemment, le Burkina a affirmé que la Côte d'Ivoire a mené des tentatives de sabotage, éventuellement même de coup d'État, contre le régime en place. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de Burkinabés qui essayent de quitter le Burkina, qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire, parce que les conditions sont devenues compliquées dans ces pays-là. Dans ces pays-là, aujourd'hui, la démocratie elle est en recul, les partis politiques sont fermés, la presse sous tutelle. Justement, on va parler de ça, des conséquences que la polarisation peut avoir sur la démocratie. Aujourd'hui, voilà, au Sénégal comme en Côte d'Ivoire, quelles sont les conséquences visibles de cette polarisation sur notre démocratie? Alors, les conséquences visibles, par exemple pour la démocratie en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire c'est un pays qui a une vitalité et le gouvernement est en train, comme j'ai dit tout à l'heure, est en train de de placer des initiatives effectivement pour assainir le débat public et en tout cas contrôler ces phénomènes de SAP. Et on voit même il y a une police du net et une campagne nationale qui est vulgarisée vraiment jusque dans les écoles pour apprendre aux gens qu'est-ce que c'est que la désinformation, leur apprendre comment reconnaître des contenus malveillants. L'éducation aux médias. Je ne dirais pas éducation aux médias, mais en tout cas, il y a un travail très poussé sur la désinformation, les fake news et les contenus malveillants en Côte d'Ivoire. Ce qui fait que quand même, voilà, on peut craindre qu'il y ait des débordements, mais on reste quand même, on observe la situation pour voir comment ça va se dérouler pour le moment en Côte d'Ivoire. Mais au Sénégal, ce qu'il faut craindre, en fait, c'est vraiment une conséquence, pas seulement sur la démocratie en tant que système politique, débat public, parce qu'on voit déjà que le débat public est fortement pollué. Aujourd'hui, on parle de dialogue politique national. Il y a des partis, des acteurs qui ont boudé, il y a des pro-dialogue, anti-dialogue. Bon, ça, pro-dialogue, anti-dialogue, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la normalité. Mais quelles sont les raisons qui expliquent l'anti-dialogue? Quelles sont les raisons qui expliquent le dialogue? Est-ce que le dialogue est sincère ou pas? Je ne parle pas de ce dialogue-là, je parle de la pratique du dialogue national, politique nationale au Sénégal depuis 1992. Voilà. C'est ça que j'interroge. Et moi, ce sur quoi je voudrais qu'on attire l'attention, c'est sur la cohésion nationale. Quand on est dans un bus, dans une famille, dans une école, et que les gens sont à couteau tiré, n'arrivent plus à discuter véritablement parce que l'un soupçonne l'autre d'eux, etc., c'est problématique. C'est problématique. Quand on n'arrive plus à discuter, ça devient problématique. Parce que l'étape après l'absence de discussion, c'est la violence. Et c'est ce qui s'était passé au Rwanda. Voilà. Et il faut qu'on soit alerte par rapport au Sénégal, parce que c'est un pays qui quand même repose sur un certain nombre de fondements. Si ces fondements s'affaissent, les conséquences ne vont pas concerner uniquement le Sénégal, les conséquences vont concerner toute la région. Parce qu'on voit qu'il y a, je ne peux pas dire le péril djihadiste, mais le péril terroriste, parce que c'est de la criminalité en fait, tout simplement. Et au Mali, on a parlé de ces terroristes qui s'approchent progressivement des frontières sénégalaises et qui de temps en temps pénètrent, parce que ça il faut le savoir, pénètrent au Sénégal par Kidira, Tambacounda, etc., pour ressortir. Donc c'est un problème réel qui est là, qui se pose, et on doit veiller d'abord à assainir le débat public. Assainir le débat public, je ne dis pas par là enfermer celui qui est d'avis contraire et le traiter, l'enfermer pour diffusion de fausses nouvelles ou diffamation. Je ne parle pas de ça. Je parle de la sincérité du débat public, de la qualité du débat public, de mettre la connaissance, le savoir et les valeurs au centre du débat, parce que c'est ce qui manque.
Est-il devenu aujourd'hui impossible au Sénégal de débattre sainement? Ça devient de plus en plus difficile de débattre sainement, de sorte que certains spécialistes légitimes fuient maintenant les plateaux télé. Parce qu'on vous invite sur un plateau télé, celui qui vous invite a déjà un agenda dans la tête qu'il ne vous a pas avoué. Et parfois, on invite des spécialistes, mais c'est certainement pour leur faire dire des choses qu'ils n'ont pas dites, parfois pour les ridiculiser, etc., etc. Donc, ça devient difficile de débattre sainement dans ce Sénégal qu'on connaît, mais, encore une fois, je dis qu'il faut remettre la connaissance au centre du débat, les valeurs, certains aspects de notre culture, de nos cultures, au centre du débat pour les promouvoir et promouvoir donc un espace public sain pour la cohésion nationale, pour la viabilité de ce Sénégal. Qu'en est-il de la neutralité maintenant au Sénégal? Est-ce qu'on peut être neutre? Parce que à chaque personne qui parle, on essaie de te caser dans un camp. Oui, il y a un terme qui est apparu, le neutriote. Donc, c'est aussi des termes pour disqualifier. Il est encore possible d'être neutre, mais tout ce que je dis, comme je le disais tout à l'heure pour le journaliste, si le journaliste veut être indépendant, si quelqu'un veut être indépendant de manière générale, il faut que cette indépendance-là soit basée sur la connaissance, sur la maîtrise et sur des valeurs fortes. Si vous n'avez pas de valeurs fortes, vous êtes malléable. Si vous ne maîtrisez pratiquement rien, vous êtes malléable. Si vous ne connaissez pas, vous êtes servile. Donc, c'est la connaissance qui libère et pas la lutte. Seule la connaissance libère, la lutte affaiblit. C'est les valeurs fortes qui fondent une personnalité et c'est la maîtrise qui donne la possibilité d'exister. Ces trois éléments-là, il faut qu'on les remette au centre du jeu dans nos systèmes éducatifs, dans les écoles, au sein des familles et au sein de nos espaces publics. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci, chers téléspectateurs, et merci également à la régie et à la rédaction. Ce numéro met fin à votre émission Sciences Politiques sur CCTV. Bonne journée à toutes et à tous.